Bien sûr, dans le cadre de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, un discours où plusieurs points ont été abordés. On l'annonçait à l'entame de cette émission. Avec le concours de la réalisation, on va prendre un petit bout. Ensuite, on revient sur le plateau. Enfin, permettez-moi de réitérer à notre secrétaire général, M. Antonio Guterres, notre haute appréciation des efforts louables qu'il continue de déployer pour la réalisation des nobles objectifs de notre organisation commune. Nous sommes convaincus que vous êtes un ami du Mali et du Sahel. L'amitié reposant sur la sincérité, souffrez que je vous exprime mon profond désaccord suite à votre récente sortie médiatique, au cours de laquelle vous prenez position et vous exprimez sur l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens, qui est une affaire bilatérale et judiciaire entre deux pays frères. C'est évident que la qualification judiciaire des infractions liées à cette affaire ne relève pas des attributions du secrétaire général des Nations Unies. Au Mali, notre administration ne travaille pas sur la base de l'oralité ni des déclarations par voie de presse. Par conséquent, nous nous en tenons scrupuleusement à la note verbale de la MINUSMA à la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, référence MINUSMA bar PROT bar NV bar 226 bar 2022 du 22 juillet 2022 dans laquelle il ressort clairement qu'il n'existe pas de lien entre les 46 mercenaires et les Nations Unies. Les récentes synchronisations des actions et l'harmonisation des éléments de langage consistant à faire passer le Mali, mon pays, de statut de victime à celui de coupable dans cette affaire des mercenaires sont évidemment sans effet. Excellence, Monsieur le Secrétaire général, votre position sur l'affaire des mercenaires a été suivie par certains responsables d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est sous votre couvert que nous leur adresserons des messages. À l'endroit du président en exercice de la CEDEAO, M. Oumaro Sissoko Ambalo, qui affirme, je cite, « On vient de voir avant-hier la déclaration du secrétaire général des Nations Unies qui dit que ce ne sont pas des mercenaires. Moi, à la place des Maliens, j'aurais relâché ces 49 soldats. » Fin de citation. Je voudrais très respectueusement signifier à ce dernier qu'il existe un principe de subsidiarité, d'ailleurs au contour flou, entre la CEDEAO et les Nations Unies, et non un principe de mimétisme. Également, il est important de lui préciser que le secrétaire général des Nations Unies n'est pas un chef d'État et le président en exercice de la CEDEAO n'est pas un fonctionnaire. Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CEDEAO. Enfin, il est utile de rappeler au président en exercice de la CEDEAO qu'au Mali, les autorités n'interfèrent pas dans les dossiers judiciaires et respectent l'indépendance de la justice. Donc nous n'avons pas vocation à interpeller ou relâcher. Ceci relève de la fonction judiciaire. Aussi, M. Oumaro Sissoko Ambalo doit être conscient du fait qu'il est le dépositaire d'un lourd héritage et de plusieurs sacrifices qui ont fait la renommée de cette organisation. La dynamique ayant fait la grandeur de la CEDEAO ne doit pas être brisée. Par ailleurs, nous avons pris acte de la menace de sanctions proférées contre le Mali et loin d'être impressionnés par des sanctions, je voudrais signaler au président en exercice de la CEDEAO qu'à la fin de son mandat, les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts qu'il a fournis pour améliorer les conditions de vie des populations et non des shows médiatiques servant des agendas étrangers. À l'endroit de M. Bazoum, il remarquera que le gouvernement de la transition n'a pour le moment jamais réagi à ces propos injurieux pour deux raisons cumulatives. La première raison tient au respect de l'héritage laissé par nos ancêtres, qui consiste à ne pas répondre aux injures par des injures. La seconde relève de l'identité de M. Bazoum, l'étranger qui se réclame du Niger. Nous savons que le peuple nigérien, frère du Mali, se distingue par des valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. M. Bazoum n'est pas un Nigérien, son comportement nous le reconforte totalement
dans notre constat. Excellence, Monsieur le Secrétaire général, le Mali tirera toutes les conséquences du droit de vos agissements. Devant Dieu et en leur âme et conscience, nous demandons à ceux qui refutent notre version d'indiquer s'ils accepteront que les militaires ayant dissimulé leurs identités en mettant sur leur passeport qu'ils sont peintres, maçons, etc., avec des armes débarquent dans leur aéroport sans que le pays de destination n'ait été au préalable informé et dans le dessein funeste de déstabiliser ce pays. S'ils ne l'acceptent pas en tant qu'État, si cela n'est pas possible à Lisbonne ou ailleurs, le Mali non plus ne l'acceptera pas en tant qu'État et ce ne sera pas non plus possible à Bamako ou dans une autre localité malienne. Monsieur le Président, le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol le 10 juin 2021 par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. La précision est d'autant plus utile que nous refusons tout amalgame avec le peuple français que nous respectons. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète, les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète pour une dernière fois. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Obscurantisme de la junte française nostalgique, de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali et mon pays. Après plus de 10 ans d'insécurité et en fait des milliers de morts, autant de réfugiés et de déplacés internes, n'est-ce pas un sacrilège de mettre une population malienne victime de l'insécurité dans un pays enclavé sous embargo pendant 7 mois en procédant à la fermeture des frontières et la saisie des comptes financiers du Mali. Grâce à sa résilience et à la solidarité des pays amis et des peuples africains, le peuple malien a tenu et a déjoué les pronostics de ses adversaires. Obscurantisme de la junte française qui s'est rendue coupable d'instrumentalisation des différences ethniques en oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Coupable également de tenter désespérément de diviser les Maliens, enfants d'une même famille. Enfin, obscurantisme de la junte française qui a violé l'espace aérien malien en y faisant voler des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse plus d'une 50aine de fois en apportant des renseignements, des armes et munitions aux groupes terroristes. Afin de se donner une bonne conscience, la junte française accuse le Mali de n'avoir pas été reconnaissant en se gargarisant de la mort regrettable de 59 soldats français au Mali lors de diverses opérations de lutte contre le terrorisme. À cette triste accusation, nous rappelons que dans la majorité des interventions d'officiels maliens et des cérémonies, nous rendons systématiquement un hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité au Mali, sans distinction de nationalité, donc y compris les 59 Français décédés. Aussi, nous les invitons à ne pas arrêter à si bon chemin et de remonter le temps, en passant par leur intervention en Libye, décriée par toute l'Afrique, sans oublier la participation forcée des milliers d'Africains à la Première et la Seconde Guerre mondiale, sans oublier la traite négrière qui explique le sort économique de beaucoup de pays. Combien d'Africains sont-ils morts pour la France et le monde libre dans lequel nous vivons?
Monsieur le Président, eu égard à la gravité des faits commis par la junte française, le Mali, dans sa lettre en date du 15 août 2022, a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion a pour objet de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession, démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays, en violant de manière répétitive et fréquente l'espace aérien malien, sans autorisation des autorités maliennes, et parfois en falsifiant des documents de vol. Plus grave, Monsieur le Président, le Mali sera en mesure de prouver que la junte française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Le gouvernement du Mali s'interroge sur les raisons qui poussent cet État membre du Conseil de sécurité, de surcroît assurant la présidence de cet organe, à faire obstacle au débat en vue de la manifestation de la vérité. Le monde doit être édifié sur les faits graves qui se sont déroulés au Mali et qui sont à la base de l'aggravation de l'insécurité et de la déstabilisation du Mali et du Sahel. Par la saisine du Conseil de sécurité, le gouvernement du Mali entend mettre cet important organe chargé à titre principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale face à ses responsabilités et dénoncer les agissements de la junte française contre mon pays. Ces actes hostiles sont incompatibles avec la Charte des Nations Unies et son statut de membre permanent. Il y va de la crédibilité de notre mécanisme commun, de l'efficacité de la lutte contre le terrorisme, mais surtout, il y va de l'intégrité de l'Organisation des Nations Unies, qui repose entre autres sur le respect des engagements internationaux, de la légalité internationale et de la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, il semble opportun pour le Mali de demander votre implication personnelle auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies afin que notre demande aboutisse pour que cesse la duplicité et la guerre par procuration imposée à mon pays. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, son Excellence le Président Alassane Dramane Ouattara, pour les sages et éclairés conseils qu'il nous a prodigués dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne n'ont d'autres objectifs que de faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections, tout en luttant obstinément contre le terrorisme. Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat, qui ne sera pas possible. Le troisième mandat pour un public moins averti consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en 4 temps, en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Premier temps, presque en fin de second mandat, donc en principe non rééligible, il s'agit pour le président de la République sortant de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Deuxième temps, au cours de cette révision constitutionnelle, le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, sur fond de crise politique naturellement, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à 2. Sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution et le prétexte est tout trouvé. La limitation du nombre de mandats à 2 concernait l'ancienne constitution. Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle constitution adoptée. Quatrième temps, une farce électorale est organisée. Forcément, il remporte les élections et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent et d'autres assassinés. Les allégeances sont obtenues grâce au pouvoir de l'argent, le clientélisme et les intimidations. Dans un langage plus simplifié et en référence à une métaphore footballistique, le troisième mandat est une magie. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Excellence, Monsieur le Président Ouattara,
vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Malgré les efforts tangibles de la transition malienne, dans la mise en œuvre des chronogrammes des réformes politiques et institutionnelles et celui des élections, salué par la communauté internationale, Madame la ministre des Affaires étrangères de la junte française, à qui le Mali n'a pourtant rien demandé, a estimé qu'il n'y avait pas eu de progrès, oubliant que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens eux-mêmes. Sa position singulière et son adversité ne nous surprennent guère. Victor Hugo, dans Claude Gueux, a classé le genre humain en deux catégories, en indiquant, je cite, qu'il y a des hommes qui sont fers et des hommes qui sont aimants. Fin de citation. Madame le ministre, dont il s'agit malheureusement, n'est ni fer, ni aimant, elle est hideusement sui generis. Devant l'incertitude et les situations étrangères, le peuple malien adopte une attitude prudente. C'est ce que l'écrivain et le sage Amadou Hampâté-Bâ met en relief en conseillant dans l'étrange destin de Wangrin que, je cite, « Si observer est une qualité, savoir se taire préserve de la calamité ». Fin de citation. Madame le ministre de la junte française, le Mali vous conseille de vous contenter d'observer sa situation. C'est l'occasion pour moi de saluer les relations de coopération exemplaires et fructueuses entre le Mali et la Russie, tout en réaffirmant que le Mali reste ouvert à tous les partenaires qui souhaitent l'aider à relever les défis multiples qui l'assaillent dans le respect strict de sa souveraineté, de son unité et de la dignité du peuple malien. Le Mali rappelle que conformément à la vision du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, 3 principes guident l'action publique nationale. Premier principe, le respect de la souveraineté du Mali. Deuxième principe, le respect des choix stratégiques et de partenaires opérés par le Mali. Troisième principe, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. En application de ces principes, le Mali reste disposé à poursuivre et à renforcer ses relations de bon voisinage avec l'ensemble des pays qui l'entourent. De même, le Mali, fidèle à son engagement panafricain, continuera à œuvrer au sein des organisations sous-régionales et régionales pour la réalisation de l'intégration africaine. Également, l'atteinte des objectifs de la transition requiert l'accompagnement de l'ensemble des partenaires du Mali, y compris les Nations Unies. J'en appelle donc aux amis du Mali à rester mobilisés aux côtés du gouvernement en vue de l'aider à relever ensemble ces défis importants. Pour la grande majorité des États du monde, convaincus par le respect mutuel et le partenariat gagnant-gagnant, je leur garantis que les portes du Mali leur sont grandement ouvertes et les Maliens les accueilleront les bras ouverts. Pour la minorité qui serait tentée de ne pas respecter ces principes, nous leur promettons qu'ils feront face à des millions de Assimi Goïta, soucieux de défendre leur honneur, leur dignité et leurs intérêts vitaux. Je terminerai en donnant 2 conseils aux nostalgiques de la domination. Ayez le sens de l'empathie en traitant les autres comme vous voudrez être traités ou en ne faisant pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Le second conseil, revoyez vos copies, revoyez vos modèles, revoyez vos logiciels pour intégrer le changement de mentalité et l'évolution du monde dans vos grilles de lecture et d'analyse. Sortez du passé colonial et entendez la colère, la frustration, le rejet qui remonte des villes et campagnes africaines, des populations africaines, et comprenez que ce mouvement est inexorable. Grâce au principe de la multiplication fractale, vos intimidations et vos actions subversives n'ont fait que grossir le rang des Africains soucieux de préserver leur dignité. S'il n'était qu'une centaine aux indépendances, aujourd'hui nous sommes des millions, et demain, tant que les paradigmes inégalitaires demeureront, nous serons des milliards. Le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. C'est à ce prix qu'une nouvelle ère sera une réalité
avec des solutions porteuses de changement pour relever des défis interdépendants, avec des États interdépendants et en valorisant l'homme sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de propriété, de naissance ou de toute autre situation telle que stipulée à l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse le monde et préserve l'humanité entière des forces obscurantistes et destructrices du monde. Je vous remercie de votre très aimable attention. C'était un discours du Premier ministre par intérim au Mali, Abdoulaye Maïga. C'était d'ailleurs sa première sortie en tant que Premier ministre par intérim à l'étranger, il faut le rappeler. Son discours est revenu sur plusieurs sujets. On va dire que c'était un discours de recadrage, notamment M. Bazoum, le président nigérien, sans oublier Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU. On parle également de l'aspect sécuritaire, même si cela n'a pas été évoqué dans cet élément, sur lequel il est revenu en parlant du bilan actuel au Mali, qui n'a rien à voir avec le discours de Mohamed Bazoum lors de sa dernière interview à un média français. En tout cas, on a le temps de revenir sur ce discours qui a également évoqué le 3e mandat, avec la lecture selon le Mali et selon bien sûr le Premier ministre, la plainte à l'ONU également avec preuve contre la France et le respect de la souveraineté dans les affaires entre les différents pays. Passion parfaite d'homme, vous êtes sur ce plateau, on vous accueille de but en blanc, comme on a l'habitude de dire, tout simplement avec la première interrogation qui sera demander votre regard déjà sur un tel discours d'Abdoulaye Maïga, je rappelle, qui est également porte-parole du gouvernement au Mali, ministre de l'administration territoriale et qui s'adressait à l'Assemblée générale de l'ONU en tant que Premier ministre par intérim. Merci madame, merci for you, mais vous allez me le permettre. Je commence d'abord par les applaudissements. Merci, monsieur le Premier ministre par intérim. Merci à l'Afrique. Je lance un appel au monde. Écoutez l'Afrique. L'Afrique parle. Écoutez l'Afrique. Le temps est révolu. Où en réalité, les discours qui étaient lus sur cette tribune-là par les Africains, surtout de précarés français, étaient rédigés dans les officines de Paris et de Londres. C'est terminé. L'Afrique parle enfin. C'est l'Afrique profonde qui parle. Ce sont les aspirations profondes des Africains qui s'expriment enfin. Merci, monsieur Maïga, monsieur Abdoulaye Maïga. C'est ce que nous demandons à nos chefs d'État. Et quand vous avez des élites, quand vous avez ce type de leadership qui s'exprime et qui met à la place du monde nos aspirations profondes, ils ne peuvent que recevoir le soutien des panafricains que nous sommes. Et c'est pour cela que nous nous reconnaissons dans cette nouvelle attitude. C'est pour cela que nous nous reconnaissons dans la volonté du peuple malien, du gouvernement malien, de participer à la création de ce nouveau paradigme qui va enfin redonner la souveraineté à notre continent et aux peuples africains. Merci, peuple malien, d'avoir compris le sens de l'histoire. Parce que le discours de Choguel Maïga, ça me permet de dire bonsoir au Premier ministre Choguel Maïga. Vraiment, nous sommes très sensibles. On espère que tout rapidement, il va nous revenir. Ce discours-là, c'est la continuité, le continuum de véritables discours authentiques qui ont été lus à cette tribune de l'ONU ou bien au CDC de l'ONU. On peut parler du discours de Ruben Mugabe, on peut parler du discours de Thomas Sankara, du discours de Ruben Mugabe, mais aussi de Mohamed Kadhafi. C'est en droit digne de ce discours-là que s'inscrit
volonté du Mali d'exprimer, de donner la parole, enfin, aux aspirations profondes du continent. Alors, il y a 2-3 remarques qui m'ont beaucoup frappé. Première remarque. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, enfin, a eu pour son grade. Il faut arrêter de prendre des Africains pour de bons Kyriens. Ce que nous disons, ce que nous avons dit pendant cette période glauque, cette période noire, mais surtout qui s'est achevée avec la prétendue réforme constitutionnelle qui a permis à M. Ouattara d'arriver au pouvoir, avec ce que nous avons vécu, des têtes coupées qui ont servi de ballon de football aux jeunes Ivoiriens. Nous ne sommes pas les seuls à l'avoir dit. Aujourd'hui, c'est l'Afrique profonde qui dit, à mon vision, cette réalité à M. Alassane Dramane Ouattara. Deuxièmement, à la France, qui est comme l'organe de certification des démocraties, des élections, des déviances, des gens qui, à la moralité du tout ou pas, nous les rappelons, j'avais déjà dit, je me souviens, que nous pouvons, nous aussi, reprendre à notre compte le même logiciel, c'est-à-dire le même narratif, et de leur opposer. Ils appellent la plupart de nos États, de nos gouvernements, des régimes. Mais c'est un plan formel. Le gouvernement de M. Macron, c'est aussi un régime. On peut valablement l'appeler le régime Macron. D'autant plus qu'il ne reçoit pas l'assentiment de la majorité du peuple français. Aujourd'hui, je parle, tout le monde sait. Mais mieux, il ne revient pas à la France de nous dire, de qualifier quel régime africain, quel gouvernement africain doit avoir le nom de junte ou pas. Alors, la junte française de M. Macron, l'Afrique n'a plus besoin de vos conseils. L'Afrique n'a plus besoin de vos qualificatifs. L'Afrique est mûre. L'Afrique a arrivé à un niveau où elle sait ce qui est bien pour elle et ce qui ne l'est pas. Alors, le gouvernement malien est un gouvernement légitime, est un gouvernement légal et il n'a pas besoin de vos appréciations pour se faire appeler junte. Monsieur Macron, on vous a vu à l'exercice. On vous a vu arrêter, pousser un chef d'état-major de votre armée à la démission. Ce qui se passe en Centrafrique, avec cette cinquième colonne, ce cheval de Troie que vous avez mis en place en Centrafrique pour empêcher au peuple centrafricain justement par la réécriture de cette fameuse constitution, mais je n'ose même pas l'appeler constitution, cette paperasse que vous avez imposée à la Centrafrique. Je vous dis et je vous répète que le peuple centrafricain a un droit de déchirer ce papier-là et de se doter par le biais d'un encadrement sur le plan de processus, comment faire pour arriver à une constitution qui reflète des aspirations profondes du peuple centrafricain, dont cette constituante qui a été élaborée, qui a été mise en place. Le peuple centrafricain a le droit, n'est-ce pas, d'aller dans le sens de la propagation de sa souveraineté par le biais, la mise au pied, au pied de cette nouvelle constitution. Et pour cela, je dis aux dirigeants centrafricains, à nos camarades, à nos amis, au peuple centrafricain tout entier, n'hésitez pas. Le temps n'est plus à l'hésitation. En français, on dit, il ne faut pas rester trop longtemps indécis. Vous êtes obligé de couper sur le vif. Cela y va de la souveraineté de la Centrafrique. Cela y va aussi de l'honneur et de la dignité de toute l'Afrique entière. C'est le moment pour vous de jouer sans hésitation. Parce que vous savez pertinemment, comme toute l'Afrique le sait pertinemment, que les forces obscures qui sont autour de cette initiative de bloquer cette initiative de la réécriture de la Constitution, ce sont les mêmes forces qui ont tué Barthélémy Boganda. Ce sont les mêmes forces qui ont créé cette guerre de Congo-Wara, qui a détruit pour la moitié de la population centrafricaine. Ce sont ces mêmes forces qui ont tué Kadhafi, qui ont tué Sankara, qui ont tué Lumumba, qui ont tué Ruben Oumiobe. Vous êtes des héritiers de ces nobles Africains, de ces 10 Africains. Vous ne pouvez pas vous défaire de votre responsabilité historique, leur revenu. Je vous remercie, madame. Merci, monsieur Ndom. Peut-être pour poursuivre avec le président Bandakani. Dans son discours, Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim, a appelé la communauté internationale tout entière, ainsi que ceux qui se donnent à apporter des conseils, dirais-je ainsi, à son pays, à observer.
observer la suite des choses, observer la politique qui se passe au Mali avant que d'apporter des conseils. Et il s'est adressé également à ce qu'il a appelé la junte française. Permettez-moi de commencer par saluer mon illustre copanéliste qui nous a rejoints et ça fait toujours plaisir d'être rejoint par un vrai soldat dans le cadre de ce combat. Donc, très heureux de t'accueillir, parfait. Merci mon frère. Je pense qu'il a ouvert le grand boulevard. Et la formulation de votre question, Madame Bégoudé, m'amène d'abord à marquer un temps, à marquer ce moment-ci, dans le sens que c'est un moment qui inaugure un nouvel âge diplomatique et géopolitique sur le continent. Nous l'avons inauguré par le combat que nous avons porté. Mais là, maintenant, c'est porté à un niveau où il n'était pas porté de cette manière, plus 10 ans, mais c'est porté de façon solennelle par le représentant officiel d'un État. Et ce discours-là est entré à l'ONU. C'est un nouvel âge diplomatique qui s'ouvre pour l'Afrique. Pourquoi? Vous ne pouvez pas combattre votre bourreau en utilisant le langage qui vous impose. Vous ne pouvez pas combattre votre bourreau en vous exprimant dans un langage qui vous impose. Le carcan diplomatique, je veux dire, le langage diplomatique et le cadre diplomatique qui organise les relations internationales, les relations diplomatiques, était, c'est-à-dire, de par le langage même diplomatique consacré, un énième assassinat du continent africain en général et des Africains en particulier. C'est-à-dire qu'on nous tuait historiquement, on nous assassinait économiquement, on nous liquidait politiquement, on nous exterminait culturellement et socialement. Et, n'est-ce pas, la cerise sur le gâteau était le langage diplomatique que nous étions obligés d'observer, d'utiliser face à nos bourreaux. Sous peur de représailles. C'est trop de souffrance, Mme Manuel la sécurité. C'est trop de souffrance. Trop de souffrance. Là, avec ce que nous venons d'entendre, c'est fini cette époque-là. C'est terminé. La victoire commence par dire au bourreau, toi tu es un bourreau. Tu es un bourreau. Quand l'esclave dit à son maître dans les yeux que toi tu es un esclavagiste, il a déjà gagné. Parce que même si le maître le tue, d'autres vont suivre. D'autres vont suivre. Vous savez, la parole est quelque chose de sacré. La parole. Quand la parole prend cette tournure, quand la parole épouse le débit qu'on a vu là, quand la parole se manifeste telle qu'on l'a vu là, dans une pareille enceinte, ça veut dire que nous sommes passés à une autre étape. Nous sommes passés vraiment à une autre étape. Quand je dis ça, vous avez convoqué le nouveau mot qu'on nous a donné pour traiter l'État voyou français. La junte française. Il faut inscrire la réaction dans le propos du Premier ministre malien par intérim, dans le cadre où vous avez observé un revirage de M. Macron. Depuis un bon bout de temps, M. Macron se présente comme le dénonciateur de l'impérialisme russe. Oui, on a fait. Dans son discours à l'ONU, il se présente comme le dénonciateur d'un nouvel âge de l'impérialisme. C'est-à-dire l'impérialisme par excellence, un criminel par excellence, revêt le manteau de dénonciateur de l'impérialisme. Russe surtout. Comme quoi, c'est-à-dire que si les Russes sont des impérialistes, alors la France est la libératrice des Africains. Parce que l'impérialisme commence en Afrique avec l'avènement des Russes. Alors, vous voyez là, il y a là un régressionnisme le plus abject et le plus réactionnaire de la part de quelqu'un qui se présente comme quelqu'un qui connaît, qui porte un progrès, qui incarne la France et des progrès. M. Macron. Il est inculte sur le plan idéologique. Il mélange tout. Il installe la confusion idéologique. Et à partir de cette confusion idéologique, il peut pécher en d'autres troubles. Distraire les gens qui sont légers d'esprit, les gens qui sont inconsistants idéologiquement parlant. Là, on l'a remis à sa place. L'État français. Dans ce discours, peut-être quelque chose qui nous aurait échappé, c'est la promesse de quelques élections en 2024 et d'une nouvelle constitution dans le discours d'Abdoulaye Maïga, sans compter bien sûr des aspirations du colonel Assimi Goïta. Le colonel Abdoulaye Maïga a été clair. Ce qui se
passera au Mali respectent le calendrier qui a été fixé par les Maliens, par le gouvernement de transition. Ils respecteront leur calendrier et ils transmettront, n'est-ce pas, le pouvoir aux civils. Vous m'avez vu rire tout à l'heure, parce que en réalité, quand on parle de peur, monsieur Ndom, aujourd'hui, la peur a démontré son véritable camp. Vous voyez, avec ce qui se passe, l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, j'ai toujours souvenance de cette image, ou alors de ces images, quand l'Ukraine a prié aux yeux du monde, a demandé à l'Europe, a demandé à l'OTAN, a demandé à l'ONU de lui envoyer des hommes parce qu'il doit combattre, n'est-ce pas, la Russie. Personne n'a osé. En réalité, c'est à ce niveau qu'on devait envoyer les forces onusiennes. C'est à ce niveau qu'on devait envoyer ces Occidentaux-là qui disent se battre pour la justice et la liberté des hommes. Mais vous avez vu que personne n'a osé. Mais ils ne peuvent qu'envoyer des hommes où on ne leur demande pas, c'est-à-dire en Afrique. Et alors là, ils démontrent à suffisance qu'ils se soucient de l'Afrique. Vous voyez quelles sont les sommes d'argent débloquées pour l'Ukraine en si peu de temps, en moins de 6 mois. Ces mêmes sommes, l'Afrique demande depuis, pas ces sommes-là, un quart. Pour combattre le terrorisme, on ne parvient pas à les donner à l'Afrique. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que, en réalité, la peur ne se trouve plus du côté des Africains, qui, eux, ont décidé de s'affranchir par leurs propres moyens, en utilisant les mots qui sont les leurs, et on utilisera aussi les armes qui sont les nôtres. Monsieur, n'oubliez pas que nous avons les mouches et les abeilles. Ça veut dire qu'en réalité, aux armes, nous imposerons aussi nos armes. Parce qu'ils ont réussi à nous persuader que nos armes n'étaient pas actifs, n'étaient pas réactifs, et on a endormi nos génies. Tenez-vous tranquille. Le réveil africain se fera sous toutes les formes. Ne vous négligez pas cela, parce que vous voyez aujourd'hui que quand les Africains veulent agir, ils agiront. Et ils sont en train d'agir. La peur, en réalité, a changé de camp. Et je le disais, nous avons un devoir aujourd'hui, c'est celui de protéger ces dirigeants. Le président Touadéra a besoin de la protection de tous les Africains. Le président Assimi Goïta et son gouvernement a besoin de protection et de tous les Africains, parce qu'en réalité, ces personnes, la Centrafrique comme le Mali aujourd'hui, ils courent un véritable danger. Ces personnes peuvent être assassinées à n'importe quel moment. Il ne nous suffit pas de dire qu'ils doivent être protégés. Nous devons mener des actions. Il ne nous suffit pas de dire que nous les soutenons, parce que c'est le défaut que nous avons. C'est de dire toujours, nous soutenons l'action de tel, mais nous restons tranquilles, couchés sur nos lits, en disant que nous soutenons, et après, un malheur arrive, nous disant, si on avait su. Non, le soutien n'est pas uniquement verbal, nous devons agir. Et je crois que des mouvements sont en train de se mettre en place pour agir désormais pour la protection des dirigeants panafricains, des dirigeants africains qui aiment l'Afrique et qui travaillent pour l'Afrique, mais surtout des pays africains. Parce qu'il ne faut pas dire que la protection ne se mettra pas uniquement en place pour les dirigeants, mais pour les Africains, parce que nous devons nous inscrire dans l'ère de ce que nous appellerons le véritable développement qui scie à notre environnement. Pas un développement qui est calqué ou qui est copié ailleurs, pas une démocratie fausse qui est miroitée et qui oblige les Africains, n'est-ce pas, de suivre. Non, nous devons nous inscrire donc dans ce véritable développement qui scie à notre environnement avec nos méthodes, et nous devons commencer par la réécriture de toutes nos constitutions, parce qu'en réalité, c'est de là que le problème a commencé, c'est de là qu'on a perverti notre véritable indépendance. Nous devons donc reprendre cette indépendance et mettre notre continent en marche. Ce qu'on peut également dire, c'est qu'on a longtemps reproché aussi aux chefs d'État africains de ne pas justement poser des actes, rien que des paroles. On peut dire qu'avec le Mali, on a non seulement la parole, mais on a aussi les actes, président Matomba. Bien évidemment, il y a des actes qui sont posés. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre que vous allez voir en moins de 6 mois ce qui s'est passé. Qu'est-ce que le Mali n'a pas fait? Le Mali a compris d'où venait l'intoxication. Le Mali a suspendu RFI, suspendu France 24. Ce sont des actes. Ouais. Le Mali a demandé à la rotation, arrêtez d'abord. Vous attendez que voici la rotation de MINUSMA. Ouais. Vous attendez que le gouvernement se concerte et vous dise comment procéder désormais. Le Mali prend des actes forts. Et c'est ces actes que nous demandons, n'est-ce pas, au Mali de continuer pour le bien du Mali. Mais nous demandons aussi aux autorités centrafricaines de ne plus
en a terminé. Sike Ndombe, cette palabre intellectuelle et je dirais panafricaniste, bien sûr. Pour ce soir, l'édition L'International s'achève. Merci à nos invités, merci à Passion Parfendon, président Bandakani, bien sûr à vous, président Matomba, et toutes nos excuses à Suleiman Hamzat, malheureusement, des problèmes techniques, nous n'avons pas pu communiquer avec vous. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, sans vous, nous ne sommes rien. Merci de nous soutenir et de toujours d'être présents dans le cadre de ces programmes sur For You Média, votre média panafricain. Très bientôt.